Bonsoir, bienvenue. J'espère que cette première journée s'est bien passée, que les échanges ont déjà été riches et fructueux. Nous clôturons cette première journée avec l'intervention de Jean-Michel Orozco, qui dirige les activités cybersecurity d'Airbus Defence and Space depuis 2012. Il a occupé différents postes de direction au sein du groupe Airbus depuis 25 ans. Et il partage avec nous ce soir sa vision volontariste de la cybersécurité. Je vous remercie d'accueillir Jean-Michel Orozco. Bonsoir. J'ai choisi ce soir de parler de nous, la communauté de la cyber, ou plutôt de la vision que l'on a du sujet de la cyber. Cette vision, elle est parfois un peu déprimante. La cyber aujourd'hui est souvent abordée sous un angle anxiogène, voire catastrophiste. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de risque, je ne le dis pas, tout au contraire. Mais je crois qu'il est bon, ne serait-ce que pour le moral, de regarder le chemin parcouru en l'espace de ces quelques années, de se rendre compte des progrès accomplis et de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour aller plus loin et plus vite. En fait, je voudrais vous convaincre que la cybersécurité ne doit pas être considérée comme un coût, mais plus comme un investissement d'avenir, porteur d'avenir pour nos industries et porteur d'avenir également en matière d'emploi, comme le faisait remarquer ce matin Guillaume Poupard. Je crois que notre devoir, c'est de démocratiser ce sujet, de le désacraliser, accepter en fait qu'il appartient à tous et pas simplement à nous, et continuer à travailler ensemble pour en faire une filière d'excellence en France et par-delà nos frontières en Europe. Alors si je veux être un peu provocateur et peut-être un peu caricatural, si je tente de faire une synthèse de ce qui se dit, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, on pourrait dire que la cyber, c'est un peu le royaume du pire. On a souvent, je dirais, 3 types de réactions. La première, c'est personne n'y comprend rien. La deuxième, c'est ça n'apporte que des catastrophes. Et la troisième, c'est nous subissons totalement la situation. Alors si je reviens point par point sur ces différentes réactions, je dirais, sur la première, personne n'y comprend rien. Alors c'est vrai que la cyber est un monde historiquement mystérieux. J'ai moi-même été parfois un peu désarçonné par les tics de langage un peu obscurs de nos propres experts, jusqu'à ce que je réalise que moi-même, je m'étais habitué à utiliser ce jargon. En fait, on a fait de la cyber un monde à part, que seule une élite pourrait maîtriser. Alors au final, ça peut nous desservir, car ça rend le discours moins clair, moins accessible aux décideurs, notamment aux décideurs qui sont en charge des arbitrages budgétaires. On le sait tous, on est toujours plus hostile face à quelque chose qu'on comprend mal. Deuxième réaction, le catastrophisme. Alors clairement, si vous interrogez n'importe qui dans la rue, en lui demandant ce que le mot cyber lui évoque, il y a peu de chances que ce soit la cybersécurité. Ce sera plutôt les cyberattaques. Alors oui, c'est vrai, les attaques, c'est vrai. Elles redoublent en intensité et en nombre. On ne peut pas le nier et on ne doit pas le nier. Mais
c'est aussi le problème d'un sujet qui est resté peut-être un peu trop secret ou camouflé pendant longtemps et qui sort de l'ombre maintenant. Alors, c'est vrai qu'on a un peu un sentiment de déluge absolu et de relative impuissance. Alors, si on ajoute à ça la fameuse affaire Prism-Snowden, elle a malheureusement un peu biaisé le débat, voire étouffé le débat public, en faisant un petit peu de la cybersécurité un instrument du Big Brother 2.0. Alors, troisième réaction, la contrainte. Alors, c'est la frustration, clairement, la plus sérieuse pour notre communauté. Alors, on subit la réglementation française, on subit la réglementation européenne. Ces réglementations se traduisent par des contraintes. Contraintes pour les usagers, contraintes pour les opérateurs, contraintes pour les OIV. En fait, notre environnement semble être une somme de contraintes. Alors on l'a subi d'autant plus fortement, cette contrainte, qu'on manque de moyens. On n'a pas les moyens d'investir, on n'a pas les moyens de recruter, pas les moyens de se protéger. Côté offre, de mon côté, j'entends souvent dire que les fournisseurs français de solutions ne résistent pas à la force de frappe au rouleau compresseur des grosses sociétés étrangères, notamment les sociétés américaines. On subit leur domination technologique, marketing, financière, politique. Ensuite, on manque d'experts, nous tous, on n'arrive pas à en trouver, soit parce qu'on en produit trop peu, soit parce qu'ils décident d'aller travailler, encore une fois, dans les grands groupes étrangers. Enfin, à côté de la demande, les responsables de la sécurité n'ont tout simplement pas les moyens de se protéger. Ils se battent avec des budgets de cybersécurité minimalistes, voire inexistants. Alors clairement, je ne suis pas là pour vous démoraliser ce soir. Et je sais que le marketing de la peur a ses vertus, parce qu'il permet, d'une certaine façon, d'attirer l'attention de l'auditoire. D'ailleurs, ça ne me choque pas qu'on dresse un constat alarmiste. Après tout, la cyber, c'est tout cela à la fois. En revanche, ce qui pourrait me choquer, c'est qu'on puisse se laisser aller à une certaine passivité, voire à un certain fatalisme. Moi, ça ne me va pas. Je crois qu'on a, compte tenu des défis qu'on a devant nous, clairement des raisons d'être légitimement inquiets, mais on n'a pas le droit d'être défaitiste. Après tout, ce n'est pas la première fois que nos industries ou nos pays ont des défis à relever, des défis technologiques à relever. Alors c'est vrai que la cyber est un défi de taille, c'est très clair, sur le plan à la fois industriel, politique, mais aussi sociologique. Mais comme tous les défis, on va le relever. On a d'ailleurs déjà commencé à le relever. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de revenir un petit peu sur ce que j'ai dit auparavant, avec des lunettes un petit peu noires, et de les regarder différemment, et d'essayer avec vous de mesurer un petit peu le parcours de ces 2-3 dernières années, et puis de faire ensuite un petit point sur ce qu'il y a encore lieu d'accélérer, de renforcer et de développer encore pour aller plus loin et plus vite. Alors, je vais reprendre un peu de façon scolaire et puis point par point l'ensemble des éléments que j'ai évoqués jusqu'à présent. La cyber, on n'y comprend rien. Alors, que dire de ce premier reproche ? Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la situation a évolué positivement ces dernières années, grâce notamment au travail de vulgarisation fait par les médias, mais aussi par les autorités nationales, et puis l'ensemble des professionnels du secteur. Je crois qu'on a réussi tous ensemble à faire de la cybersécurité un sujet public et surtout un sujet d'intérêt public.
Deuxième point, la cyber, ce ne sont que des catastrophes. Alors oui, bien sûr, l'ennemi est en nombre et il est en forme. Oui, l'attaquant progresse. Mais nous progressons aussi. Moi, j'ai vécu cette progression de l'intérieur en tant qu'industriel. Notre offre s'est structurée, nous sommes devenus plus réactifs, nous avons fait un effort de compréhension de l'ennemi, nous avons réajusté nos solutions en conséquence. Mais c'est clair que c'est un effort qu'il faudra continuer, et certainement continuer de façon perpétuelle pour pouvoir s'adapter et suivre les évolutions. Le troisième point, c'est la cyber, ce sont des contraintes pour tout le monde. Alors, en ce qui me concerne, je vois la cybersécurité comme le fer de lance d'un monde nouveau, le monde seamless, sans couture, celui dont on profite tous les jours, qui nous permet d'avoir une très bonne efficacité au travail, qui nous a permis de réaliser des gains de productivité colossaux dans les dernières années. Mais, clairement, pour y parvenir, et puis pour pouvoir conserver ce statut, et pour pouvoir améliorer encore, il y a un minimum d'encadrement et de structure à avoir. Alors oui, la réglementation, la labellisation, qui était évoquée ce matin par Guillaume Poupard, ce sont des efforts à consentir. Mais je crois que ces nouvelles règles, en fait, il faut les voir aussi comme des catalyseurs, comme un outil à notre disposition pour essayer de convaincre les décideurs. Moi, je pense que sur ce point, on a bien avancé en quelques années, et la France est probablement en avance par rapport à des pays similaires sur ce point. Le manque de moyens financiers, moyens humains. Alors, je commence par la pénurie d'experts. Alors, c'était un sujet critique il y a 3 ans. C'est certainement un sujet sur lequel on a le plus progressé. Alors, clairement, on manque encore d'experts, hein. Mais je pense que l'effort se structure. Alors, le plan 33 notamment, mais l'enseignement supérieur également a apporté sa pierre à l'édifice en structurant des formations de second et troisième cycle, voire des mises en place de formations continues. Je crois que globalement, on commence à pouvoir staffer nos équipes relativement correctement. Alors, dans mon entreprise, par exemple, dans les 2 dernières années, on a recruté plus de 150 ingénieurs en cyberdéfense, et on n'est pas les seuls. Alors, clairement, ce n'est pas encore assez. Il y a encore des progrès à faire sur ce sujet-là, mais je pense que si on regarde raisonnablement les progrès faits dans les 3 années sur ce sujet-là, on a réellement progressé. Enfin, la contrainte budgétaire. Je ne vais pas vous dire qu'on croule sous l'argent. Quand on parle d'aide publique au financement, à l'investissement, il est clair que les Américains sont particulièrement généreux. Mais après tout, ils ont démarré il y a 10 ans. Et sur ce point, encore une fois, la situation a évolué. Les aides publiques se sont développées. Les budgets de défense ont été renforcés dans un contexte de contraintes budgétaires qu'on connaît tous. Le plan 33 tente de fédérer également l'industrie. Quant aux entreprises elles-mêmes, elles ont commencé, ou moins pour certaines d'entre elles, en particulier dans des grands groupes, à investir sérieusement dans la cyber. Néanmoins, clairement, très honnêtement, c'est certainement un point sur lequel encore beaucoup d'efforts restent à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le mouvement ? Le premier point, de mon point de vue, c'est d'adapter la gouvernance de la cybersécurité, notamment dans les entreprises. Je crois qu'on a commencé à faire évoluer la place de la cybersécurité dans les organisations, ou moins dans les grands groupes. Il faut continuer. Continuer à rendre ce sujet clair, intelligible,
en se mettant dans les chaussures des décideurs, en s'adaptant à leur registre, traduire les risques techniques en risques opérationnels, compréhensibles par les décideurs d'une entreprise. Tout ça permettra clairement de mettre en place des instruments de gouvernance, une organisation et des plans d'action. Parce que, clairement, si on veut faire bouger la cybersécurité dans les entreprises, oui, il faut une gouvernance, oui, il faut une organisation, mais il faut un plan d'action qui sera souvent pluriannuel et un plan d'action suivi au plus haut niveau de l'entreprise. C'est comme ça qu'on fait et qu'on fera bouger les choses dans les entreprises. Deuxième effort, la priorité budgétaire. Alors oui, c'est vrai, on vit sous la contrainte budgétaire, mais c'est vrai de tous les projets. La crise économique est là. Mon point de vue, il ne faut pas forcément exiger des moyens supplémentaires, additionnels, de nouveaux postes de dépenses. Je crois qu'il faut réfléchir de plus en plus à la priorisation des investissements. En fait, l'investissement, c'est avant tout une question d'arbitrage. Alors, je crois qu'on a, dans les années passées, beaucoup investi dans l'IT. Grâce à cela, on bénéficie d'un monde collaboratif, seamless, comme je disais tout à l'heure. On travaille de façon beaucoup plus productive. Je pense qu'il est temps de rééquilibrer ces budgets au sein des budgets d'IT, mais de rééquilibrer en faveur de la cybersécurité. Si l'on souhaite pouvoir continuer à bénéficier de tous les progrès de l'IT faits par le passé, il faut clairement, certainement, faire des arbitrages en faveur des outils de cybersécurité qui permettront de continuer simplement à pouvoir profiter des investissements passés de l'IT. Mais encore une fois, qui dit arbitrage, dit décision, qui dit décision, dit compréhension, qui dit compréhension, dit message intelligible pour les décideurs. Message intelligible pour les décideurs. Dernier effort, adapter nos solutions. Là, je dirais qu'il y a un point qui me paraît fondamental, c'est la vitesse. La vitesse en matière d'innovation, la vitesse en matière de réaction. Vitesse en matière d'innovation, c'est clairement la capacité des industriels offrant à pouvoir adapter rapidement des solutions, des services à l'évolution de la menace. On est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement, avec un adversaire dont l'objectif est de nous surprendre. Il est indispensable de pouvoir rapidement adapter les outils. Donc il faut savoir raccourcir les délais de développement pour répondre à ce défi d'adaptivité perpétuelle. Deuxième point, c'est la vitesse de réaction. On a un adversaire qui est là, qui a l'essentiel de l'avantage pour lui, dont l'objectif est de nous surprendre. Donc il faut être en mesure de réagir le plus rapidement, y compris à des situations qui n'étaient pas prévues dans le plan. Je crois que cette vitesse de réaction, elle est également fondamentale. La cybersécurité, la cyberdéfense, je crois, sera dans l'avenir un problème de vitesse d'exécution au sens global du terme. Alors je voudrais finir en partageant avec vous les 3 chantiers qu'on a mis en œuvre au sein de mon entreprise. Alors vous allez voir que ce n'est pas sans rapport avec ce que j'ai dit auparavant. La première priorité pour nous, c'est clairement l'innovation. Nos axes majeurs depuis 2 ans, ce sont les solutions de détection avancée, ce
ce qu'on appelle également la threat intelligence, qui permet le plus possible de connaître son adversaire, d'anticiper ses capacités d'attaque, d'anticiper ses protocoles d'attaque et d'être capable de détecter des signaux faibles qui nous permettent de réagir plus rapidement. Clairement, pour moi, l'innovation, notamment en matière de threat intelligence, c'est probablement le nerf de la guerre qui nous permettra de combattre efficacement un adversaire qui a évidemment le don d'ubiquité et l'avantage de la surprise. Deuxième priorité, la culture d'entreprise. Alors, en 3 ans, en ce qui nous concerne, on a doublé de taille et perdu 10 ans de moyenne d'âge. On est dans un monde où nos meilleurs experts ont une trentaine d'années. Alors, il a fallu compresser la matrice hiérarchique de façon à pouvoir mettre plus facilement en relation nos experts avec les managers expérimentés. Et puis, il y a un dernier point qui me paraît fondamental, c'est qu'on laisse du temps libre à nos experts. Pourquoi ça? Parce que c'est le terreau de l'innovation. Sans espace de liberté, il n'y a pas d'innovation. Ce n'est pas en arrivant lundi matin, entre 8h et 12h, qu'on va se dire « il faut que j'ai une idée ». Ça ne marche pas comme ça, l'innovation. Une bonne partie de nos solutions et de nos services qui sont maintenant sur le marché ont été amorcés par des experts sur leur temps libre et évidemment ensuite ont été repris, industrialisés, affinés de façon à pouvoir mettre sur le marché des produits et des services pertinents. Mais je crois que cet espace de liberté, il est fondamental, côté offreur, pour coller le plus possible à l'évolution de la menace. Et puis, dernière priorité chez Cybersecurity, et celle-là me tient encore plus à cœur, c'est la confiance. La construction d'une offre de confiance, maîtrisée, certifiée, en France et en Europe. C'est la confiance avec les autorités nationales. C'est la confiance avec nos clients. C'est la confiance avec nos employés. J'ai l'habitude de dire que dans toute relation de business, la confiance est essentielle. Je crois que c'est encore plus vrai compte tenu de la nature un peu particulière du métier de la cybersécurité. Donc je crois que la confiance en nos solutions, la confiance en nous, la confiance dans l'avenir, c'est ce qui va nous permettre très certainement, tous ensemble, et je rebondis sur ce que disait Guillaume Poupard ce matin, donc tous ensemble, ce qui va nous permettre de relever le défi du XXIe siècle, qui est le défi technologique de la cybersécurité. Merci pour votre attention. Merci Jean-Michel. Des hôtesses, si vous voulez poser des questions, des hôtesses vont venir vous passer des micros et Jean-Michel va y répondre. Alors, qui se lance? Pas de questions? Si, là-bas, au si fond. Là-bas. D'abord, merci, c'était très bien et très clair. On a un challenge qui vient se greffer sur tout ce que vous avez dit de très vrai, c'est qu'on a été formés, nous tous, jusqu'ici, à construire des forteresses, et demain, il va falloir passer à la renaissance, avec des grands jardins, des murs moins épais et des vitres très fines, tout en assurant la sécurité et la confiance dont vous parlez. Donc,
le développement procuré par l'innovation, c'est aussi le développement de la menace numérique. Et aujourd'hui, c'est un paradoxe à gérer. Donc c'est vrai qu'il faut des plans d'action, il faut une gouvernance, mais la nature de ces plans d'action évolue beaucoup. Comment vous faites chez Airbus pour passer de cette forteresse à la renaissance, puisque vous aussi, vous devez alléger vos solutions, vos services, vos avions, vos coûts, mais aussi il faut améliorer la transparence de la sécurité. Alors, alléger les avions, vous avez parfaitement raison, c'est un must, pas uniquement en matière de sécurité. Oui, bon, je crois que je reviens un petit peu sur ce que je disais. Hein. Je crois qu'il y a un point qui est fondamental. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité de mettre en place des plans d'action. Ça c'est absolument fondamental. Le plan d'action, pour moi, c'est ce que l'on a fait chez Airbus notamment, sous la direction de Jean-Paul qui est ici présent. C'est la mise en place d'un plan pluriannuel qui définit les roadmaps de tout ce qu'il y a à faire dans les années à venir. Par contre, ce plan, il faut qu'il soit adaptatif. Parce que pour répondre à ce que, et puis pour bâtir sur ce que vous disiez, la menace va continuer à évoluer. Les besoins de la société va évoluer également. Donc ce plan, il doit être suivi régulièrement. Alors, je peux vous dire ce que l'on fait au niveau d'Airbus. Au-delà de ce plan, on a toute une équipe qui est réunie autour d'une gouvernance très organisée. Tous les mois, on passe en revue l'avancement de ce plan. On voit ce qui avance, ce qui n'avance pas. On corrige, on prend les actions qui nous permettent de faire avancer plus rapidement ce qui n'avance pas. Et puis, on n'hésite pas, dans certains cas, à revoir un certain nombre de priorités. Parce que la vie, c'est aussi reconsidérer des priorités. On peut s'être trompé au départ. On peut avoir sous-estimé un aspect au départ. On peut être contraint de faire évoluer le plan parce que la société évolue. En 3 ans, une société comme Airbus, ça évolue rapidement. Hein. Donc voilà, je crois que, pour revenir sur ce que je disais, le plan est absolument nécessaire. Par contre, la flexibilité, l'adaptation de ces plans est fondamentale. Je crois que s'il y a quelque chose à retenir un petit peu de ce que je disais tout à l'heure, c'est si on veut réellement relever le défi de la cybersécurité, il faut être mobile, flexible, adaptatif, rapide. C'est une guerre de position. Ce n'est pas une guerre de position, c'est une guerre de mouvement. Il faut être en mouvement. L'ennemi passera son temps à essayer de nous surprendre. À nous d'anticiper au maximum ses activités, ses actions, et à nous de réagir le plus rapidement possible quand on sera, parce qu'on sera quand même parfois surpris. Bonjour. 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 Vous avez évoqué les signaux faibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont vous captez ces signaux et peut-être le relier, le cas échéant, au renseignement ou à l'analyse prédictive? Alors, nous, en ce qui concerne la captation de signaux faibles, on a, je dirais, en ce qui nous concerne, un gros avantage, c'est qu'on a une offre qui est bâtie à la fois sur une offre d'appliance de sécurité, notamment à travers nos filiales Netas et Harkoun, et puis également une offre cyberdéfense. Donc clairement, dans le futur, ce n'est pas encore quelque chose qui est encore vrai à l'instant où je vous parle, mais dans le futur, clairement, le monde va certainement évoluer avec une meilleure collaboration, si je puis dire, entre tout ce que l'on appelle système d'endpoint security, système de network security et système de cyberdéfense. Il faut qu'on s'organise de plus en plus pour permettre un dialogue entre ces systèmes qui sont là pour contrer les attaques sur les réseaux, sur les endpoints, sur les laptops, et les moyens de cyberdéfense. Il y a clairement dans le futur, on voit clairement une capacité d'enrichir, d'auto-enrichir, si je puis dire, ces éléments, ces activités de cyberdéfense avec les inputs dont on pourrait disposer avec ces applications de sécurité qui sont déployées chez nos clients. Donc je crois que quelque part, on va dans le futur vers des solutions de défense qui seront de plus en plus collaboratives
avec des niveaux de collaboration qui seront certainement à plusieurs niveaux. On pourra très bien avoir des niveaux de collaboration, je dirais, au sein de l'entreprise, qui permettront à un firewall de dialoguer avec des systèmes d'endpoint security, et puis des niveaux de collaboration plus globaux. On sera capable de rapatrier certaines informations pertinentes du terrain dans des bases de données de cyberintelligence, avec des technologies notamment cognitives, enfin si vous faites référence aux technologies de big data, être capable ensuite d'extraire, je dirais, la substantifique moelle, les patterns d'attaque, les signaux faibles que j'évoquais jusqu'à présent.